Alors, l'invité de ce matin, c'est Bob Bolabwe Mbokos. J'ai bien prononcé votre nom? Tout à fait. Bob Bolabwe Mbokos. Hein? Effectivement. Président national du RPDR. Ça signifie quoi, RPDR, oui. C'est le rassemblement rassemblement congolais, oui, pour la démocratie et le renouveau. Très bien. Vous êtes membre des collèges des présidents de la Mouka. Tout à fait. Vous faites partie de la Mouka. Vous l'avez dit. Oui. Vous avez passé beaucoup de temps en dehors du pays. Tout à fait. Bob, l'état de siège, tel qu'il a été décrété, tel qu'il est en vogue, dans le Nord Kivu, le l'Ituri, jusque-là, quelles sont les forces, quelles sont les faiblesses? Mais je voudrais qu'on commence par le début dans la diaspora, en Europe. Vous êtes très sensible et vous avez les informations que les multinationales utilisent leurs bras armés, le Rwanda et l'Ouganda et d'autres pays, pour démembrer le Congo parce qu'il est trop riche. Est-ce que ce n'est pas une peur bleue que vous avez? Merci beaucoup, M. Fabien, pour la question. Vous savez qu'aujourd'hui, par exemple, le musicien congolais, pour ne parler que d'eux, ils ne se produisent plus en Europe. Parce que le combattant, ils avaient décrété que la musique ne pourra plus se faire au niveau de l'Europe. Pourquoi? Une mauvaise décision, parce que vous voyez, parmi les pionniers de cette affaire, ça fait perdre au pays beaucoup de choses. Et à notre culture, la culture est en perte de vitesse. Sur le vieux continent. On en reviendra. Mais je vais seulement dire que parce que le combattant congolais, ils se battent contre la balkanisation de notre pays. Alors, ils voudraient que le musicien Même Boketu se bat contre la balkanisation du Congo. Boketu, c'est un Congolais parmi tant d'autres. Non, je dis lui aussi se bat effectivement, contre. Il a quelle information? Effectivement. Il se bat contre la balkanisation. Et on estime que les musiciens qui sont, des personnes qui sont le mieux écoutées, ils pouvaient aussi entrer dans ces combats parce que cela va de l'avenir de notre pays. Et puisque les musiciens congolais ne jouent pas ce jeu-là, raison pour laquelle les combattants européens, ils ont en quelque sorte, ils ont empêché que les concerts se produisent en Afrique. Est-ce que ce n'est pas une façon de légitimer leur combat pour les papiers, renouvellement des papiers, rester bénéficiaires de quelques avantages sociaux en Europe, voilà. Est-ce que ce n'est pas la survie? Parce qu'on sait que pour la plupart, vous connaissez comment les choses se passent. Non, mais ça, je veux dire que, comme on dit, si on vous montre le soleil, il ne faut pas regarder les doigts. Le plus important, c'est le devenir de notre pays. Et les Congolais de la diaspora se battent pour que notre Congo ne soit pas morcelé, que notre Congo ne soit pas balkanisé. Donc, pour le reste, on peut en parler comme vous voulez, mais moi je pense que les Congolais aujourd'hui, ils ont envie de savoir c'est quoi la balkanisation? Ça vient d'où cette idée-là? Et au jour d'aujourd'hui, nous sommes à quelle étape de la balkanisation? Ça, c'est très important. Oui, dites-nous, qu'est-ce que vous faites après empêcher les musiciens congolais de se produire dans les grandes salles en Europe? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que la diaspora fait pour faire pression sur les multinationales parce qu'elles sont connues et aux États-Unis et en Europe, qui veulent l'émiettement de notre pays? Je ne suis pas le porte-parole de la diaspora. Non, nous parlons. Effectivement. Mais je vais dire ceci. On réfléchit à haute voix. Oui. Je vais dire ceci. La balkanisation, c'est une idée qui ne date pas d'aujourd'hui. 11 jours après notre accession à l'indépendance, le 11 juillet, Tshombe avait fait la sécession en créant l'État indépendant du Katanga. C'était déjà l'idée de la balkanisation de notre pays. Et Kalonji, au Kassai, avait créé 23 jours un après, empire. Il a voulu créer État autonome. Un État autonome. En fait, à cause de la richesse du Katanga, normalement du cuivre, et du diamant du Kasaï,
On a voulu balkaniser le Congo et mietter notre pays. Heureusement qu'on avait eu un Premier ministre très fort, un patriote, Lumumba. Il s'est battu contre cette idée de balkanisation. Mais depuis 1994, depuis 1994, lorsqu'on a assisté au crash de l'avion du président Habyarimana du Rwanda, l'Est du pays est entré dans une zone de turbulence. Turbulence parce que... Le clan Clinton avec l'Ouganda, c'est connu. Pierre Péan, feu Pierre Péan l'a annoncé, mettre la main basse sur les richesses du Congo. Le fameux génocide rwandais. Voilà. C'est connu avec... non, c'est connu par vous. Mais je veux dire que c'est connu de beaucoup de Congolais. Les gens qui nous écoutent, les Congolais qui nous écoutent, ce qu'on appelle le petit peuple, ne sont pas au courant de ce qui se passe réellement dans notre pays. Voilà. Parce que si vraiment les Congolais étaient au courant, étaient informés par rapport aux enjeux de notre devenir, je vous assure, les choses changeraient. Alors, on créerait un rapport de force. On combine un peu l'actualité. Oui. Pourquoi Kagame est très agité maintenant? Il veut aller dans toutes les réunions ailleurs. Il a perdu le calme, le contrôle. Il parle à tout moment dans les médias en Occident. Qu'est-ce que ça présage pour vous? Vous qui connaissez le monsieur qui était taciturne, moins bavard. Oui, d'accord. J'ai revenu sur Kagame. Oui. Mais je voudrais savoir que d'abord ceux qui nous écoutent comprennent que notre pays a une superficie de 2 345 000 carrés. Si on ne faisait pas attention, si on ne prenait pas conscience, on pourra se réveiller un bon matin, on se retrouve avec 1 million seulement, ou 1 500 000, parce qu'une autre partie serait partie. Partie pourquoi? Parce qu'en fait, comme vous avez dit à l'introduction, le multinational, mais aussi avec l'appui de certains États occidentaux, veulent absolument émietter, morceler, diviser le Congo. Comme ce fut le cas avec la Yougoslavie, comme ce fut le cas avec le Soudan. Et pour y arriver, ils utilisent le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi comme bras armés pour atteindre leur objectif. Kagame est utilisé. Museveni utilisé. Le président burundais utilisé. Et aujourd'hui même, il commence à aller aussi vers peut-être la Tanzanie et autres là. Pourquoi? Parce qu'ils veulent morceler notre pays. Alors, vous parlez de Kagame. Kagame, il a réussi à infiltrer nos institutions, à tous les niveaux. Nous revenons d'abord à nous-mêmes, à nous-mêmes en tant que Congolais. Est-ce qu'on a l'âme, patriotique? Mais c'est ça, je veux dire que c'est pourquoi je suis très content que vous m'ayez invité. Et je lance un appel, justement, à vous, hommes de médias. Il faudrait aussi, par moment, qu'on parle beaucoup plus du patriotisme. Parce qu'un peuple mûr, un peuple mature, est capable justement de se battre. Le Congolais, on doit beaucoup travailler sur le patriotisme, l'amour du parti, l'amour du pays. Quand les Congolais auront cet amour-là, comme ce fut le cas avec le Lumumba, les Kagame, les Museveni, les autres multinationales ne pourront pas passer, ne pourront rien faire. Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on arrive à voir l'âme congolaise, le vrai amour du pays et des Congolais? Lorsqu'on regarde Codeco, on regarde ADF en collaboration avec certains Congolais, entre guillemets. Vous savez, Fabien... Vous qui êtes des leaders politiques, qu'est-ce que vous faites? Vous savez, Fabien, oui. Il y a un ministre de Louis XIV, ministre des Affaires étrangères de Louis XIV, que j'oublie le nom, il avait dit ceci: lorsque une ville est assiégée, tant que dans la ville, il y aura encore des patriotes, la ville n'est pas encore tombée. OK? Tant qu'il y aura des patriotes dans la ville n'est pas encore tombée. Aujourd'hui, il est vrai, l'Est du Congo est vraiment au centre de beaucoup d'enjeux. Mais tant qu'il y aura des patriotes congolais, il y en aura, il y en a déjà, ils n'arriveront pas à faire ce qu'ils ont envie de faire. C'est pourquoi je vous dis qu'au jour d'aujourd'hui, la diaspora, mais pas seulement la diaspora, même les Congolais de l'intérieur, ils ont compris et ils sont prêts à se battre. Dans un pays, je vais m'arrêter là, l'armée, c'est la colonne vertébrale d'un pays. Colonne vertébrale. Quand votre colonne est bien portante,
vous marchez la tête haute. Mais quand vous êtes malade au niveau du côlon, vous vous inclinez. Mais qu'est-ce qui a fait que dans le temps, toutes les tentatives ont échoué de morceler le pays depuis la nuit des temps? Qu'est-ce qui a fait que tous les plans ont échoué? Ben justement, donc quelque part, il faut rendre hommage à Lumumba, Patrice Emery Lumumba, le premier ministre congolais, mais aussi rendre hommage, même si je l'avais combattu, à M. Mobutu, parce que ces gens-là, ils ont beaucoup travaillé pour l'unité du Congo. Et cet esprit unitaire du Congo se trouve au niveau justement de l'Est du pays. Ils ne veulent pas qu'on le sépare du reste du Congo. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, ceux qui se battent sur le terrain, ceux qui sont à l'Est, parce qu'on a parfois l'impression que ici, à Kinshasa, à l'Ouest du pays, les gens s'en foutent un peu. Ça, c'est un discours de séparatiste. Vous voulez séparer non, les Congolais de l'Est de ceux de l'Ouest. Je sais pas. Un discours séparatiste. Je sais pas. On connaît d'où ça vient. Je fais un constat. On connaît d'où ça vient. Je reviens oui. à ce que vous faites comme travail, vous, leader des partis politiques. C'est ce qu'ils sont en train de faire déjà au niveau de la télévision. Non, c'est pas moi, c'est moi qui vous ai invité pour qu'on parle. Mais oui. Qu'est-ce que vous faites dans les rassemblements de Oye, Nye, qu'est-ce que vous dites aux militants, aux membres de vos partis? Nous sommes dans un combat de conscientisation. Et le combat lorsque un homme est vraiment conscientisé, c'est là où il pourra agir. Donc, si les gens sont conscientisés, oui. Pourquoi les jeunes gens rejoignent Codeco endoctrinés? Pourquoi les jeunes gens collaborent avec les ADF si réellement vous conscientisez le peuple? Vous savez, je reviendrai pour dire ceci. Aujourd'hui, le Congo est considéré comme étant un pays sous-développé. Si vous voulez rechercher les causes du sous-développement, il y a deux types de causes. Des causes externes et des causes internes. Les causes externes liées à cet impérialisme occidental, des causes internes liées à notre propre turpitude. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans nos milieux, il y a aussi des personnes qui ne sont pas assez conscientisées, qui ne sont pas assez patriotes, que le Rwanda, l'Ouganda et les autres utilisent facilement pour justement aller vers l'objectif. Mais ces gens, vous pouvez les transformer, vous les leaders. Nous, médias. Mais c'est un combat, mon frère. Oui, mais il doit être permanent. Mais c'est un combat permanent. Mais vous vous chamaillez pour non, Ali Moussouninanga, oh non, où est ma part? Non. Alors, qu'est-ce que vous faites tous les jours ici pour que vraiment cela change et qu'on puisse transformer ce peuple? S'agissant du devenir de notre pays, je pense que pratiquement tous les Congolais conscients sont unanimes pour se battre. Et pour se battre, le combat commence par la réflexion. Réfléchir, c'est déjà agir. Le combat commence par la conscientisation. Dans nos partis politiques, là par exemple, c'est moi qui vous ai amené sur ce terrain justement de la guerre de l'Est parce que je voudrais conscientiser le peuple. On le fait tous les jours à travers des conférences. Moi, je suis sur ce terrain depuis longtemps. Très bien. Vous connaissez quand il y a eu cette histoire des M23 ou avant. Oui. Je suis dans ça depuis longtemps. Mais dans ce cas, on est mis sur le même longueur d'onde. Oui. Tant mieux. Oui. Et il faudrait que d'autres personnes viennent nous rejoindre dans ces combats-là. C'est-à-dire que puisqu'on va conscientiser le peuple à travers des émissions comme ça, à travers des conférences, à travers toutes sortes de combats que mène la diaspora. Là, par exemple, vous savez que la diaspora, le lycée 18, ils ont fait une grande manifestation, justement, en Belgique, un peu partout, justement pour dénoncer ce qui se passe au Congo. Voilà. Lorsque on vous dit que depuis l'état de siège, l'entrée en vigueur de l'état de siège, il y a moins de minerais qui arrivent à Kigali ou à Kampala pour approvisionner les usines de transformation. Et du coup, comment on appelle, les bras armés de ces multinationales sont en train de crier dans tous les sens. Je veux entrer sur le territoire congolais. Et voilà, ma sécurité, beaucoup de choses. Est-ce que vous êtes conscient que l'état de siège a aussi créé la panique chez les voisins? Je suis conscient du fait que notre pays a signé des accords avec le pays voisin. Je suis conscient. Par exemple, notre or doit être traité au Rwanda. Un mauvais accord.
je suis conscient. Mais moi, je reviens à ce que j'ai dit. Mais justement, l'état des sièges, les minerais sortaient en désordre dans les pneus, mais ça dans les sacs, dans les tanks. Qui a signé, mais qui a signé officiellement que nos minerais sortent là, par des pneus? Là, c'est sorti d'une manière clandestine. Mais par l'accord en tant que leader politique, justement, vous dites que le pays a signé les accords pour que les minerais sortent dans les pneus. Non, j'ai dit ceci. Oui. Le minerai sortait d'une manière clandestine. Oui. Dans le pneu, comme vous le dites. Oui. Mais il y a un gouvernement qui a signé officiellement un accord pour que les minerais sortent d'une manière officielle. Et maintenant, pourquoi ils ont signé cet accord-là? Ils reviennent un peu sur ce que disait Sarkozy. Sarkozy avait dit qu'à son temps, en année 2010, si vous voulez qu'il y ait paix à l'est du Congo, il faudrait que nos espaces et nos richesses soient partagées avec le pays voisin. Sarkozy a dit ça? Sarkozy avait dit ça. Nos espaces. En 2010, oui, il avait dit ça. Mais moi, j'étais au Palais du Peuple lors de ce rendez-vous. Oui. Il avait dit nos espaces. Il avait dit ceci. Si vous voulez qu'il y ait la paix, il faudrait que, comme le pays, c'est une richesse, comment dire, scandaleuse, il faudrait qu'on arrive à partager nos richesses, mais aussi nos espaces avec le pays voisin. Peut-être il avait dit, vous étiez au Palais du Peuple, mais il avait dit plusieurs fois. Et ce qui a fait qu'il y avait une tollée au niveau comment dirais-je, d'abord au niveau du Congo, déjà pour commencer, mais aussi de la diaspora. Vous savez mais à l'époque, vous savez aussi que la désinformation, c'est une arme de l'ennemi. À l'époque, oui. Kabila avait refusé de mettre ça en application. Aujourd'hui, on se rend compte que ces projets-là est en marche. On se rend compte que l'Ouganda va construire des routes chez nous. On se rend compte que le Burundi va construire, comment dirais-je, le chemin de fer chez nous. On se rend compte que, d'ailleurs, heureusement que la population consciente s'était levée contre l'idée même que la police rwandaise vienne faire, comment dirais-je, travailler chez nous ici. Donc, pour dire tout ça, c'est quoi? C'est que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Si le Congo est le dénominateur commun de vous dans la diaspora ou vous et nous au pays, pourquoi ne pas se mettre autour d'une table, réfléchir loin des objectifs des caméras, loin de ce spectacle en Europe, empêchant les artistes de faire leur boulot, et si vous avez la vraie information, se mettre et réfléchir, dire, voilà, plus question de ça, le Congo doit être protégé. Mais qui doit... Attendez, je ne sais pas. Ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, mais c'est à eux d'initier ce genre de trucs. Parce qu'on n'a que le Congo en commun. Maintenant, si vraiment nous voulons que les choses bougent, mais les Congolais doivent se mettre autour d'une table, traiter de ces problèmes, justement. Mais l'initiative peut venir du président national, il peut venir du président national du RPDR. Oui, l'initiative peut venir du président national. Mais je veux dire qu'au niveau de la faisabilité, je pense que les personnes qui sont le mieux placées pour initier une telle action, c'est ceux qui sont justement au pouvoir. Mais parce qu'ils ne veulent pas qu'on en parle, ils ne veulent pas que les Congolais se réfléchissent autour de ça, ils ne le feront pas. Vous parlez de l'état de siège. Vous savez très bien, M. Fabien, l'état de siège, d'après le chef d'État de nos forces armées, ça a été fait dans la précipitation. Il n'y a pas eu planification. Mais vous parlez là comme les voisins rwandais, non? Vous savez, si vous ne me laissez pas développer, oui, ça serait très difficile. Parce que mon objectif, oui, faire comprendre à notre population, oui, ce qui se passe réellement, les enjeux. Oui. Vous êtes une personne informée. Vous voulez, comment dirais-je, qu'on aille, que je parle selon vous. Non. Mais moi, je veux que vous soyez, que vous posiez des questions comme le poserait le Congolais, quoi. Comme ça me permettrait d'avancer, de mieux expliquer. Vous allez poser la question. Quel est le travail que nous faisons au niveau de la constatation? Mais c'est ça qu'ils sont en train de faire. Et si vous ne me laissez pas évoluer, ben le peuple ne pourra pas comprendre ce que j'ai envie qu'ils comprennent. Alors, la conscientisation. Oui. Au niveau de votre formation politique ou même de l'EMOCA, est-ce que vous avez des séminaires idéologiques? Mais je vous l'ai dit de part. Est-ce que le peuple vient réellement, il écoute ou il vient danser? De part, je vous ai dit, le travail que nous sommes en train de faire, au niveau des médias, au niveau des conférences, au niveau des salons, tous les jours, on les fait. Je suis là. Vous invitez un membre de mon parti. Il vient. Vous lui posez la question. Il va vous répondre exactement comme moi. Parce que c'est le travail qui s'est fait dans nos réunions. On n'a que le Congo comme bien commun
comme patrimoine. Et on ne veut pas que ce Congo parte. Aujourd'hui, par exemple, nos richesses sont pillées tous les jours, mais pillées. On va assister, comment dire, sans réagir à cette situation. Ça fait maintenant plus de 20 ans que ça continue. Alors, vous savez que l'ONU, par exemple, a documenté, il a dit qu'il y a plus de millions de personnes qui sont mortes depuis 1994. Mais l'ONU est ici, ça fait plus de 20 ans, avec les armées du monde. Cette ONU est hypocrite. Oui. Les rapports mapping. Cette ONU est ici. Est-ce qu'il faut écouter cette ONU hypocrite avec les armées du monde ici? Même les Chiliens sont ici. L'ONU a fait un rapport. Même les Indiens sont ici, mais incapables de tuer même les mouches. L'ONU a fait un rapport. Oui. Le rapport est crédible. Nous devons l'exploiter. Ça, c'est un. Le rapport mapping que le professeur Mukwege n'arrête justement d'appuyer son application, il est en face d'un régime qui bouge ses oreilles. Ça, c'est le travail de l'ONU. Maintenant, l'ONU... Je remets à ma préoccupation. L'ONU est ici avec les armées du monde. J'arrive là justement... Mais pourquoi cette ONU, plus de 20 ans, est incapable d'éliminer les groupes armés? Bon, alors, pourquoi, à votre avis? Non, mais c'est moi qui vous pose des questions. Justement, laissez-moi répondre. Oui. Parce que je voulais répondre sur cette question avant que vous la posiez. Je veux dire ceci. Ça fait 20 ans que l'ONU se trouve sur nos terres. On perd plus de 1 milliard tous les ans pour leur fonctionnement. On n'en veut pas. Si vous voulez connaître la position du RPDR, parti dont je suis le président, je ne parle pas de la Mouka, l'ONU doit partir. Parce qu'il ne faut absolument rien. L'ONU est aussi complice justement de ces forces négatives, comment dirais-je, qui nous agressent. Et par moments, l'ONU joue le jeu de ce qu'on appelle, entre guillemets, le rebelle. Normalement, pour ce qui me concerne, l'ONU devait partir. D'ailleurs, ça fait 20 ans. Ça fait plus de 20 ans. Comment il peut rester plus de 20 ans dans un pays alors qu'il n'y a pas de résultat palpable? Les résultats sont vraiment mitigés. Normalement, il devait partir. Mais n'empêche, ils ont pondu un rapport. Ces rapports démontrent tout simplement, le rapport mapping, que notre pays a connu des millions et des millions de morts. Et ça continue malgré la présence de l'état de siège. Tous les jours, on apprend que les gens meurent. Avant l'état de siège, après l'état de siège, c'est pareil, les gens continuent à mourir. Donc il faudrait qu'il y ait un sursaut. Il faudrait que les Congolais lambda soient informés. Il faudrait que... Mais je ne sais pas comment dire ça. À la base, je vais commencer à parler de l'armée. Vous m'avez un peu posé une autre question. Vous m'avez dérouté. L'armée, c'est la colonne vertébrale d'un pays. Tant qu'on ne réformera pas notre armée, on ne peut pas sous-traiter notre sécurité par des pays voisins. Combien de membres de votre parti avez-vous envoyé servir sous le drapeau après une formation? Écoutez, notre vocation, ce n'est pas d'aller à l'armée. Non, non. L'armée existe. Combien de Congolais consciencieux, patriotes, vous avez stimulé à rejoindre les rangs de l'armée? Mais, écoutez, vos frères, je vous dis que nous sommes un parti politique. Nous sommes en train justement de conceptualiser. Dans le parti, au Congo, partout ailleurs, ceux qui vont m'écouter, ils pourront dire que, tiens, pourquoi je ne partirai pas... On est en train justement de provoquer des vocations. Pourquoi je ne partirai pas défendre mon pays dans l'armée? Pour défendre le pays, pas seulement dans l'armée. On peut défendre le pays dans l'armée. On peut défendre le pays comme politique, comme homme d'affaires, comme syndicaliste. Vous êtes d'accord avec ceux qui disent qu'on peut fermer les universités pendant 2 ans et puis rejoindre la formation militaire et qu'on apprenne comment aimer le Congo? Bon, je veux dire que c'est une idée, c'est discutable, mais c'est une idée qui est lancée. Mais moi, je ne suis pas là. Moi, j'essaie de vous ramener sur un point, vous n'arrivez pas à me suivre. Je dis ceci, notre armée est infiltrée du haut en bas. On doit faire des réformes dans cette armée-là. On va extirper, comment dirais-je, tous ceux qui sont des infiltrés. Notre armée est le fruit des fusions, des intégrations, dans lesquelles on trouve des Rwandais, des Ougandais, des Burundais, dans notre armée. Et on doit faire un travail pour réformer. Vous n'avez pas une liste donc non, mais la liste, si vous voulez la liste, je vous l'amener prochainement la liste. Vous rentrez à Sun City pour démontrer les faiblesses des accords, c'est ça? Les accords de Sun effectivement. City. Voilà, c'est une page de l'histoire qui reste. Non, une page de l'histoire dont il faut tirer les faiblesses et les forces. Ouais. On termine par justement cet état des sièges. S'il y a des corrections à faire, même si il a été appliqué dans la précipitation. Vous avez des propositions à faire pour corriger? Non, mais déjà, je vous dis que moi, je ne suis pas d'accord qu'on ait fait appel aux Ougandais. Je ne suis pas d'accord.
Parce que je vous ai dit que l'Ouganda fait partie des pays qui veulent le balkaniser notre pays. L'Ouganda est arrivé ici. Est-ce qu'on connaît le nombre de soldats qui sont arrivés? On connaît leur armement? Ils sont là pour combien de temps? Ça fait maintenant plus de 3 mois, ils sont là. Mais ils vont rester pendant combien de temps? Une armée qui est tirée chez nous, à Kisangani et partout ailleurs, une armée des occupants? Non, je ne suis pas d'accord. Mais le fait même qu'on ait fait appel à cette armée-là, ça veut dire quoi? C'est un aveu d'échec. Notre état de siège a échoué, on n'arrive pas à avoir de résultats, on fait appel à une armée étrangère occupante pour nous aider. Voilà un peu mon entendement sur cet état de siège-là. Voilà. C'est l'avis de votre parti. Je rappelle que Bob Bolabwe Mbokosso n'est pas un lamoukar pur et dur, mais c'est un lamoukar qui a des idées à proposer, qui fait des propositions, qui est réfléchi et qui est attaché au pays. Président national du RPDR, vous faites partie du collège des présidents de Lamouka. Ça a été un plaisir de vous écouter pour la première fois en direct sur un sujet délicat. Nous allons vous associer à d'autres formats pour réfléchir. On sent que vous êtes un homme attaché au Congo. On a besoin de gens comme vous. Je vous remercie, Fabien. Merci d'être venu. À très bientôt pour l'autre rendez-vous. Merci beaucoup. Tout le monde à la maison, happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Personne ne peut oublier, c'est pas juste pour les billets. Aujourd'hui c'est ton jour.